J'ai appris à regarder la mort en face sans peur. Et cela m'a libéré d'un poids immense. Ne passe pas ta vie à courir après le temps, arrête-toi plus souvent pour savourer ce qui compte vraiment. Ne repousse pas à plus tard les choses essentielles. Et surtout, ne cherche pas à être invincible. Accepte d'être vulnérable, car c'est là que réside la vraie force. Bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Olivier Goy. Vous le connaissez peut-être à travers son documentaire Invincible été, un film bouleversant où il partage avec une force incroyable son quotidien avec la maladie de Charcot. Mais Olivier, c'est avant tout une personnalité lumineuse, un homme qui, face à l'adversité, a choisi de ne pas se laisser définir par la maladie, mais au contraire de continuer à avancer, à partager et à inspirer. Avec lui, on va parler du regard qu'il porte sur la vie, du pouvoir de l'optimisme et du rôle essentiel du collectif dans les moments les plus difficiles. Un échange sincère, sans filtre, avec un homme dont l'énergie et la philosophie de vie ne peuvent que nous toucher. Alors bonne écoute. Bonjour Olivier, je suis ravie de t'avoir dans le dialogue. Vraiment, je sais que tu es ultra sollicité et que tu es dans plein d'événements et que ton temps est précieux, donc merci vraiment d'être avec moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un super événement d'ailleurs. Merci à vous, Virginie, de me recevoir. En effet, je serai présent le 12 mai au Dialogue de l'inclusion et de la RSE au ministère de l'Économie et des Finances en tant que membre du comité d'honneur. J'ai hâte d'assister à cette journée. Il y aura un plateau unique d'acteurs issus du privé et du public, un concentré de femmes et d'hommes qui ont le pouvoir et le devoir aussi de faire bouger les lignes. Et en fait, il y a 4 ans, mais en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment jour pour jour. C'était le 21 mars 2021. Tu avais dévoilé, ta maladie, tu avais décidé de le faire au micro, d'un confrère, Mathieu Stéphanie, qu'on salue, dans son podcast, plutôt business, Génération Do It Yourself. Et qu'est-ce qui t'a poussé, à prendre cette décision difficile alors que tu étais un dirigeant d'entreprise en pleine ascension? Je reviendrai tout à l'heure sur les 4 mois qui ont précédé le podcast. Et pour faire court, les pires de ma vie. Néanmoins, en mars 2021, j'ai subitement la conviction que dévoiler ma maladie est indispensable. Je connais un peu le monde des affaires. Je n'avais pas envie de laisser les rumeurs se répandre. Je n'avais pas envie non plus d'informer quelques amis et de laisser faire le bouche à oreille. Trop de risques de terminer avec une maladie contagieuse. Bref, je me suis dit que raconter moi-même mon épreuve, avec mes mots, avec du temps, était la meilleure idée. C'est pour cela que j'ai contacté Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Si vous connaissez le podcast, vous savez qu'il aime prendre le temps et qu'il sait improviser. Même si ma demande était surprenante, il a tout de suite dit oui. Ceux qui, en revanche, étaient effrayés, ce sont mes proches, notamment mes parents. J'ai dû leur expliquer que le podcast ne sortirait qu'à Paris, et pas en Haute-Savoie, là où j'ai grandi. Pour eux, vivre caché pour vivre heureux est une règle d'or. Bon, bref. Parfois, il faut rassurer par tous les moyens. Mais cet épisode et mon message ont rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants dès le lendemain de la publication. Des témoignages fous, de gens connus et inconnus, des handicaps invisibles, des viols, des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment, avec ses cassures, ses fissures. Ça a été le déclic du film. Je dois beaucoup à Mathieu Stéphanie. Et si tu pouvais envoyer un message à Olivier de 20 ans, tu lui dirais quoi? Ne passe pas ta vie à courir après le temps, arrête-toi plus souvent pour savourer ce qui compte vraiment. Ne repousse pas à plus tard les choses essentielles et surtout ne cherche pas à être invincible, accepte d'être vulnérable car c'est là que réside la vraie force. J'ai longtemps cru que la réussite se mesurait aux accomplissements, aux projets menés, aux chiffres atteints. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. La vraie richesse, c'est la qualité des liens que l'on crée, les moments que l'on vit pleinement, la trace qu'on laisse, les vies qu'on change. Et beaucoup de personnes, en fait, vivent des épreuves qui les transforment, mais peu ont la capacité de partager leur parcours avec autant de force que tu le fais. Comment tu trouves cette énergie, en fait? L'énergie vient du sens. Si j'étais resté centré uniquement sur ma propre souffrance, je me serais enfermé dans la maladie. Mais très tôt, j'ai compris que mon histoire pouvait être utile. Le simple fait de partager ce que je vis, d'expliquer ce que ressent un malade, c'est déjà un acte de sensibilisation. Et puis, cette énergie ne vient pas seulement de moi.
Elle vient des rencontres, des messages que je reçois, des personnes qui me disent que mon parcours leur donne du courage. Ce combat me porte autant que je le porte. C'est une boucle vertueuse. Dans le livre Invincible, j'explique comment cette maladie, au lieu de me briser, m'a révélé une soif absolue de vie. J'ai appris à regarder la mort en face sans peur. Et cela m'a libéré d'un poids immense. Et tu parles de la valeur d'être simplement vivant. Tu dis que la maladie t'a rendu plus fort, plus apaisé et que tu sais mieux profiter du coup de la beauté du monde. Et au quotidien, ça signifie quoi ce fameux carpe diem pour toi? Avant la maladie, j'étais toujours dans l'action, dans l'anticipation. Mon esprit était déjà sur le projet suivant, sur la prochaine étape. Aujourd'hui, j'ai appris à être dans l'instant. Concrètement, ça veut dire savourer un simple rayon de soleil, rire avec mes enfants sans penser à demain, apprécier le goût du café, même si quelqu'un d'autre doit me le porter à la bouche. Ah, C'est se réjouir de ce bien. qui est plutôt que de pleurer sur ce qui n'est plus. Dans mon livre, j'écris que la maladie m'a enlevé beaucoup, mais elle m'a aussi offert un regard neuf sur le monde. Ce regard-là, je ne veux plus le perdre. Tu dis qu'on est fort de l'amour qu'on a reçu. C'est quoi le vrai impact de l'amour dans ton quotidien? L'amour est mon pilier. Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'accompagnent me donnent la force de continuer. Et cet amour ne doit pas être un amour à sens unique. Je crois profondément que le malade doit aussi soutenir ses Mm. proches. Dans Invincible, j'explique que l'un des rôles les plus difficiles, ce n'est pas le mien, mais celui de ceux qui m'aiment et qui m'accompagnent jour après jour. Leur douleur est immense et je veux leur montrer que je suis encore là, que je peux encore apporter, encore aimer. L'amour, c'est qui nous rend invincibles au-delà de toute épreuve. Tu dis que la maladie t'a rendu justement invincible. Car plus elle t'abîme, plus ton message porte. Est-ce que cela crée une vision philosophique différente de ce qui aurait pu être perçu comme un drame à 100%? C'est une forme de paradoxe. La maladie me détruit physiquement, mais elle amplifie ma voix. Plus mon corps faiblit, plus mon message devient fort. Cela m'a appris une chose essentielle. Nous ne sommes pas définis par nos limites physiques, mais par ce que nous choisissons d'en faire. J'ai transformé ce qui aurait pu être une tragédie personnelle en un combat collectif. Dans Invincible, j'évoque cette idée d'un pied de nez à la maladie. Elle voulait me réduire au silence, mais je n'ai jamais autant été entendu qu'aujourd'hui. Et cela va vous paraître très prétentieux, mais je ne me suis jamais senti aussi fort. Pour deux raisons. Je ne tire pas ma force d'un super pouvoir, mais d'une cassure. Je peux difficilement descendre plus bas. Je ne suis à l'apogée de rien. Pas de vertige à avoir, pas de crainte non plus. Je suis apaisé. Paradoxalement aussi, le fait d'être privé de certaines fonctions me laisse plus de temps pour observer et réfléchir. J'ai l'impression d'être plus intelligent qu'avant, de voir des choses que je ne voyais pas, que les autres ne voient pas. Je vois la vie défiler avec des sous-titres. Tu mènes un combat admirable justement pour faire connaître la maladie de Charcot et mobiliser des fonds pour la recherche. Quelle est jusqu'à présent ta plus grande fierté, ta plus grande réussite dans cet engagement? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé un mouvement. Que ce soit avec le documentaire Invincible été, le livre, le concert, j'ai vu des milliers de personnes s'engager, donner, agir. Mais plus encore, c'est de voir des malades reprendre espoir, des familles se sentir moins seules, des chercheurs avoir les moyens d'avancer. Chaque projet scientifique qui progresse, chaque malade qui retrouve un sourire, c'est une victoire. Plus concrètement, cela m'a permis de lever 5 millions d'euros pour l'Institut du cerveau et 500 000 dollars pour la Fondation Brain Canada. Je suis également en train de lancer un fonds philanthropique très innovant ayant pour objectif de ramener 1 million d'euros par an à la recherche pendant 99 ans. Et est-ce qu'il y a un préjugé sur le handicap ou la maladie que tu aimerais déconstruire? Oui, cette idée que les personnes malades ou en situation de handicap sont forcément des pauvres êtres Mm. qui subissent leur destin. Dans Invincible, j'explique que la vie ne s'arrête pas avec la maladie. On peut être malade et heureux, diminuer physiquement et plus vivant que jamais. Ce que je veux montrer, c'est que la vulnérabilité n'est pas une fin, c'est une autre manière d'exister tout aussi précieuse.
Ce combat, au-delà de la maladie de Charcot, c'est un combat pour changer le regard sur la fragilité. Parce que c'est en acceptant nos fragilités que nous découvrons notre vraie force. Merci Olivier. La petite particularité de Dialogue, c'est que l'invité me pose à son tour 3 questions et je crois que tu en as préparé pour moi. Alors, je t'écoute. Dans Invincible, j'évoque cette idée que la vulnérabilité peut être une source de force et même d'influence. Comment as-tu, transformé ta propre fragilité en moteur d'action? Y a-t-il un moment clé où tu as pris conscience de cette force? Pour moi, la vulnérabilité, c'était au départ le fait de perdre en autonomie et bah, tu connais ça et donc on se sent vulnérable, passif, dépendant et en fait, je pense que la force aussi, c'est de pouvoir, switcher un peu mentalement et de se dire que, en fait, d'être capable d'accepter qu'on ait besoin d'aide, d'accepter, de l'aide de quelqu'un d'autre et en fait, ce qui m'a fait, vraiment, prendre conscience de la force qu'on peut avoir dans ces moments-là, c'est, c'est de voir, comme tu disais, les témoignages des gens quand on prend la parole, de voir que ça peut faire, changer, le regard sur le handicap et aussi, que d'autres personnes peuvent se retrouver dans notre témoignage et que ça peut, justement les aider à avancer, à se projeter et à leur montrer que, ben, être en situation de handicap, c'est pas une fin en soi et qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, au-delà de ça et qu'on se réduit pas à notre, handicap donc voilà comment j'en ai fait, une force. As-tu déjà été confronté à des barrières spécifiques liées à ton handicap dans ton métier? Et surtout, comment fais-tu pour imposer ta voix et ton talent au-delà de ces limites? Alors les limites que j'ai rencontrées dans mon métier et au quotidien, je pense que tu as les mêmes, c'est les problèmes d'accessibilité aussi, concrètement parce que quand tu dois faire une conférence ou intervenir quelque part et que tu peux pas accéder au bâtiment ou à la salle ou même à la scène parce que souvent on n'a pas de rampe, voilà. Donc là, c'est un premier frein. Et après, il y a aussi, bah, les préjugés parce qu'on pense, on réduit souvent la personne à sa situation de handicap, comme je disais et on pense pas à la performance ou à la compétence que peuvent avoir les personnes. Donc ça, c'est vraiment le plus gros, préjugé et donc moi, en fait, j'essaie vraiment d'être là où on m'attend pas, de prendre la parole, bah, pas à ton niveau, mais à mon échelle, dans les médias aussi. De faire, par exemple, une pièce de théâtre qui, parlait de handicap dans une pièce de Philippe Lelouch. Je prends la parole en conférence, dans des entreprises pour sensibiliser et justement pour, faire bouger les lignes et montrer qu'on ne se réduit pas, à ce handicap-là, quoi. Voilà. Et pour terminer, pas une question très personnelle. Tu as le droit, bien sûr, de dire Joker. Tu es une jeune femme et en situation de handicap. As-tu l'impression que le regard des hommes est très différent du regard qu'ils portent sur les femmes valides? Bon, sympa comme question. Heu, écoute, tu as répondu à toutes mes questions, donc je vais répondre, à la tienne. Pas de joker pour cette fois. Oui, clairement, moi j'ai vu quand j'ai eu mon accident, le regard des hommes a complètement changé. En fait, c'est bizarre, il y a comme une bienveillance, exacerbée vraiment, plus et une sorte d'infantilisation et après par rapport au handicap, il y a une sorte un peu de fascination pour le handicap et à la fois de gêne. Donc c'est assez bizarre et moi j'essaie vraiment de changer, ce regard-là et moi ce qui m'intéresse, c'est de me positionner et de montrer justement, de changer un peu, ce regard-là et de montrer qu'on peut être, une femme forte, féminine, voilà, même en fauteuil, même si le fauteuil c'est pas glamour, montrer, tout ça et de changer un petit peu, voilà comment je détourne ça. Ça va, je me suis bien sortie? Ouais? Attends bien. Oh! Hop! Et moi, j'ai une autre question. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient, à cœur parce qu'il y a eu un merveilleux concert à l'Olympia. D'ailleurs, je n'ai pas pu y aller parce que j'ai eu un problème d'ascenseur. Voilà, donc on parlait de problème d'accessibilité, on y est. Merveilleux concert, à l'Olympia, donc pour les Invincibles, le 8, octobre dernier, qui a été, du coup, organisé à l'initiative de Nicolas Santiveille. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le CEO d'une magnifique maison de luxe, Ami Paris et en fait, toi, comment tu t'es sentie quand tu as appris, cette nouvelle-là? Et parle-moi de ta relation avec Nicolas qui est si précieuse et je précise juste que d'ailleurs Nicolas, j'ai eu la chance de le recevoir dans Dialogue et on a un épisode, avec lui.
Que Nicolas Santiveille m'a annoncé son idée d'organiser un concert à l'Olympia pour soutenir mon combat, j'ai d'abord été extrêmement touché par son engagement sincère. Nicolas est un homme de cœur, un entrepreneur visionnaire qui sait que le succès ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais aussi en valeurs humaines et en engagement sociétal. Notre relation s'est construite sur cette sensibilité commune, celle de faire bouger les lignes, d'utiliser nos réseaux et nos compétences pour créer un impact positif. Quand il m'a parlé de l'Olympia, j'ai ressenti de la gratitude, de l'étonnement, mais aussi une immense responsabilité. Un tel événement dans une salle aussi mythique, rassemblant autant d'artistes et de personnalités engagées, c'était bien plus qu'un simple concert. C'était un message fort envoyé. La maladie de Charcot ne doit plus être invisible. Le 8 octobre 2024 restera gravé dans ma mémoire. En arrivant à l'Olympia, j'ai ressenti une vague d'émotions indescriptibles. Voir cette salle pleine, sentir l'énergie du public, entendre les artistes chanter et parler avec tant de passion, c'était une victoire collective contre l'oubli et l'indifférence. Il y avait une belle tension dans l'air. J'ai vu des larmes, des sourires et des applaudissements qui venaient du cœur. Ce soir-là, nous n'étions pas là pour pleurer une maladie, mais pour célébrer pour la vie, la solidarité et l'espoir. L'énergie de cette soirée ne s'est pas arrêtée aux dernières notes jouées sur scène. Elle a continué à résonner bien après à travers les retombées médiatiques, la retransmission à la télé, les engagements financiers pour la recherche et les messages de soutien qui ont afflué. Et puis, il y a la sortie de la chanson composée par Christophe Hérault. Mais son duo Invincible été avec Plume sera disponible dès le 2 avril sur toutes les plateformes. Je vais te le donner pour que tu puisses le mettre en fin du podcast. Volontiers. Bref, c'était magique. Et on remet le couvert, bien sûr. Rendez-vous le 15 octobre. Donc en exclusivité, merci Olivier. Prochain concert à l'Olympia le 15 octobre. Soyez présents. Et Olivier, moi je tenais vraiment à te remercier. Je vous invite tous à aller vous procurer ce merveilleux livre Invincible que j'ai dévoré, moi qui ne le lis absolument jamais. Je l'ai dévoré en quelques heures, donc c'était vraiment génial. Et bien sûr, allez voir le film Invincible été, documentaire merveilleux réalisé par Stéphanie Pilonka. Et Olivier, mille merci pour ton authenticité, toutes tes réponses, tes précieuses réponses. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt pour un grand événement. En effet, je serai présent le 12 mai au Dialogue de l'inclusion et de la RSE au ministère de l'économie et des finances en tant que membre du comité d'honneur. Et j'ai hâte d'assister à cette journée qui rassemblera les plus grands décideurs afin d'avancer concrètement sur les enjeux d'inclusion et de RSE. Eh super contente, j'y serai aussi et j'ai hâte de te retrouver. Et petite précision, Olivier a parlé grâce à une intelligence artificielle, a préparé toutes les questions en amont et grâce à une super application qui t'a coûté pas grand-chose, je crois quelques dollars, on arrive à retrouver exactement avec ta voix, tu peux retranscrire tes messages et c'est formidable. Donc merci beaucoup pour ça Olivier et j'espère que l'épisode vous a plu et à bientôt. À l'amour partagé, au soleil qui se couche, sur mon corps enfermé, comme une ode à la nuit, vers laquelle je m'en vais, à vos regards qui me touchent, quand je ne peux plus bouger. Je quitterai la terre, je deviendrai lumière pour éclairer le monde et pour vous réchauffer. Restera l'argentique, les photos, les années, les glaciers d'Antarctique, et le monde a changé. Je serai millionnaire d'avoir été ce frère, d'avoir su pardonner, de laisser une trace, un invincible été au milieu de l'hiver. Un invincible été, un souffle sur la mer,
millionnaire, d'avoir été ce père, un homme qui se tait quand l'avenir s'efface. C'est mon corps qui s'endort, qui s'enferme dehors, quand mon âme se libère, même si j'espère encore À bouffer chaque seconde, et bon Dieu qu'elle est belle, cette joie qui m'inonde, même si elle est cruelle. C'est la vie qui s'invite à poursuivre sans moi, et qui s'en va trop vite, mais sans moi ça ira. Et tant mieux si j'étais, tant pis si je ne suis plus. Je vous aurais aimé, on se sera connu. Un invincible été, au milieu de l'hiver. Un invincible été, un souffleur sur la mer. Un invincible été, au milieu de l'hiver. Un invincible été, un éclat de lumière, comme une ode à la vie, à l'endroit égaré. Au soleil dans la nuit, à l'invincible été. Un invincible été.